Fertière, merci d'être là. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, au sein de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, IRIS, à l'EHESS. Et vous êtes aussi l'auteur d'une œuvre très abondante, notamment consacrée à la question de la médicalisation de l'écriture et aux écrits des criminels. Vous êtes convié à cette table parce que vous êtes notamment le partisan d'une histoire centrée sur l'individuel et vous menez toute une réflexion sur la question effectivement de l'écriture autobiographique ou de l'écriture simple. Vous avez donc publié de très nombreux ouvrages, notamment le livre des vies coupables, qui est sous-titré Autobiographie de criminels. Et puis vous avez publié avec Dominique Khalifa une biographie d'Henri Vidal, dans une vingtaine d'années. Votre exposé aujourd'hui donc, est issu de votre dernier ouvrage, un séminariste assassin, l'affaire Bladier, 1905. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci de cette invitation. Parce que je crois que voilà, il y a beaucoup de choses à se dire et à discuter finalement dans une situation où on travaille quand même sur un matériau commun qui est la mémoire, et que je pense que plus jamais on est, je crois, vous. Je ne sais pas si c'est l'unité ou si c'est l'individuel, et nous, le social, qu'est-ce qu'on fait avec ces traces-là, et comment ça travaille, les sociétés ou les individus. Et voilà, je me semble que c'est passé. Il y a eu les années 70 ont été très marquées par quand même cette rencontre, ces discussions entre un certain nombre de personnes travaillant en santé mentale et les sciences sociales, et je pense que nos années sont marquées par ça. Je pense là à un autre travail d'autres collègues, et je pense à Hervé Mazurel, notamment là, qui a repris le cas de Kaspar Hauser, et je pense que pour vous c'est intéressant parce que, en l'occurrence, là c'est le cas, le grand cas. Et puis le cas aussi, comment il devient de multiples cas avec Herzog, etc. Donc en fait, moi, c'est vrai que j'avais pris l'affaire Bladier, je vais y revenir. Je ne dirai pas forcément mon texte parce que c'est pas... en fait, on a déjà avancé plus que mon texte. Je vous dirai les éléments de mon texte. Parce que finalement, au départ, comme historien, ce qui s'est posé pour moi, c'est d'abord une réalité qui était celle d'un ensemble de cas, qui étaient des archives, parce qu'on parle donc de dossiers, qui avaient été constitués par un médecin, et à ce titre-là, constitués comme cas. Je veux dire par là que c'était au départ, et il faut bien, c'est une série d'emboîtements, quelqu'un qui est Philippe Lejeune, grand spécialiste de l'autobiographie, qui lui introduit le jeu en littérature, donc introduit l'auteur comme sujet de sa propre histoire, mais aussi de sa propre œuvre. Donc au début des années 70, il commence, et moi je le rencontre au début des années 90, au moment où il est dans la fondation de ce qu'on a intitulé ensuite l'association pour l'autobiographie. C'est-à-dire où socialement, il y a une demande de cas. C'est pas rien, hein. C'est-à-dire il y a des gens qui sortent et qui disent nous, on existe, on a écrit notre vie, et notre vie c'est aussi intéressant que la vie de Stendhal, Jean-Jacques, Rousseau. Et qu'est-ce qu'on fait en tant que dans une posture de savoir, en l'occurrence de savoir plutôt littéraire. Et Philippe Lejeune, lui,
c'est aussi un dispositif qui est celui du savoir. Hein. Il dit, il a un étudiant, moi, 1990, qui se pointe et je dis, bah, moi j'aimerais bien travailler sur des autobiographies de prisonniers. Il dit, ah, bah, j'ai quelque chose pour vous. J'ai des cas, je pense. Et il me désigne un fonds d'autobiographie à Lyon, le fonds d'autobiographie du professeur Lacassagne. Alors je dis ça parce que ça raconte aussi comment j'arrive au dernier cas. Parce qu'il y a le premier cas, le cas de la tête, l'internat, et puis il y a le dernier cas. Parce que peut-être que c'est mon dernier cas, celui-là. Enfin, je veux dire, c'est peut-être, oui, c'est peut-être un point aussi où l'épreuve du cas, je ne peux pas aller plus loin. Donc, je rappelle ça parce que il m'envoie là et je me retrouve face à une dizaine d'autobiographies. Et chaque fois, il faut que je plonge dans des archives. Alors, c'est quoi ces archives? C'est des affaires criminelles. Donc, c'est pas seulement un texte autobiographique, c'est autour toute une affaire, comme Dominique Khalifa le disait, tout un océan de papier et de discours sur ce geste qu'est le crime. Et dedans, il y a, avec Lacassagne, pour la première fois, pas tout à fait le premier, mais enfin disons qu'il va commencer à se dire, tiens, c'est intéressant de se poser la question de travailler sur le crime, mais de savoir aussi ce que l'auteur, et je pense que cette notion d'auteur, en fait, elle est quand même centrale, l'auteur du crime peut dire et peut écrire sur son crime. Exactement au moment où Freud se pose des questions analogues. Donc, et il le fait par l'écriture. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'il y a une mise en concurrence de la parole et de l'écrit dans un moment où on fonde des savoirs. Parce que le cas, c'est hyper rassurant en histoire. Enfin, je vais y revenir, mais c'est quand même ce qui nous fait avancer, quoi. Alors, et c'est très mal vu de reprendre le cas. C'est-à-dire de le retravailler, ce qu'on appelle la revisite. Si par exemple, alors il y a eu le numéro du débat, numéro du débat sur Pierre Nora, sur Pierre Rivière, où le cas Rivière est repris par Daniel Fabre, Philippe Lejeune justement, et Jean-Pierre Peter. Et où on revisite le cas. Et là, on s'aperçoit que finalement, l'analyse de l'équipe du collège de France autour de Foucault n'était pas si, était bourrée d'erreurs déjà au départ sur la transcription, selon Lejeune, pour Daniel Fabre, sur d'autres aspects, la non prise en compte de tout un volet anthropologique, ou Pinago. Ceux qui ont repris, par exemple, le grand cas d'Alain Corbin, Pierre-François Pinago, l'inconnu des forêts de l'Ouest, là, il y a un historien du monde rural qui est allé voir un peu plus près les archives autour de Pinago, qui ne devait pas avoir de laisser de traces, et puis qui en a trouvé. Donc, bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce moment, je reviens à ce moment des début des années 90, parce que Pinago va être un peu plus tardif, mais c'est quand même Rivière, c'est évidemment 73, le numéro du débat c'est 80, c'est après la mort de Foucault, juste quelques années, enfin ça doit être 88, quelque chose comme ça. Ils attendent la mort de Foucault pour revoir tout ça. Et donc là, je me retrouve moi dans une situation en fait où je vais travailler sur ce que je dis tout à l'heure, une mise en cas. C'est-à-dire comment, à un moment donné, et ça va être l'objet de ma thèse d'ailleurs, simplement comment ce médecin a pensé
dire à des sujets, mais vous êtes intéressant. Et vous êtes intéressant, et je vais même vous donner de l'argent pour que vous écriviez. Et puis je vais même demander au juge qu'on ne vous juge pas tout de suite, parce que comme ça, parce que vous êtes quelqu'un qui m'intéressait pour le savoir que je suis en train de fonder, c'est l'anthropologie criminelle. Et c'est ça que je trouve qui m'a troublé, c'est-à-dire qu'en fait, et ce qui a créé un malentendu dans le travail de l'historien, dans mon travail d'historien, c'est « Ah, mais en fait, tu n'as fait que ça de ces cas. » C'est-à-dire que là, ben pour moi, c'était plutôt qu'est-ce que c'est que cette pratique de désignation et pourquoi cette cohorte, pour revenir sur pourquoi cette cohorte. Bon, ça c'est une première, je dirais, un premier travail initial sur l'historicisation du cas. Mais après, évidemment, comme chercheur, et comme chercheur nourri par cette ouverture des sciences sociales à d'autres formes de sources qui ne sont pas la méthode Canty, c'est pas non plus l'idée d'aller dans un dossier déjà constitué qui serait le dossier judiciaire et seulement le dossier judiciaire. Et pour nous, bon bah c'est pas le cas, c'est la cause célèbre. C'est ce qu'on appelle la cause célèbre. Et bien là, c'est de se dire qu'est-ce que, comme historien ayant pour travail de produire du savoir sur le monde social, je peux travailler comme individu. C'est-à-dire quel type de rencontre je vais faire, enfin, quel type de rencontre je vais raconter avec des individus. Puisque, encore une fois, ce moment des années 80, c'est le moment où l'historiographie est une historiographie. Duby et Michel Perrault publient l'histoire de la vie privée. On comprend que, en fait, bon, c'est bien beau l'histoire qu'on a racontée, mais en fait, c'est une histoire qui a toujours été regardée dans ses représentations, disons, et qui a, enfin, dans son inscription la plus manifeste, quoi. Et qui a tout un ensemble de sources qu'on a négligées. Et toutes les écritures intimes, personnelles, les correspondances, tout ça. Les notes, enfin tout ce qui... Et donc, ça c'est une autre forme. Et pour moi, je donnerai simplement un exemple. Je me suis mis à travailler, par exemple, sur Thérèse de Lisieux. Alors, en fait, Thérèse de Lisieux, elle ne m'intéressait pas plus que ça. Hein. Ce qui m'intéressait, c'est que en 1800, à sa mort, en 1898, pour me souvenir, en fait, tout est, et surtout le début de son procès, et le petit procès commence par le petit procès de ses écrits, on constitue une immense archive autour d'elle. Et donc, on ramasse énormément de choses. Donc, c'est pas que Thérèse est exceptionnelle, mais en même temps, c'est une exceptionnelle ordinaire. Donc, c'est un cas, un peu, enfin, pour le coup, là, c'est un cas qui comment dire, de par le carottage qui a été fait historiquement, on peut espérer, puisque on n'est pas tous obligés de connaître l'histoire de Thérèse Martin sur le bout des doigts. En fait, Thérèse Martin, c'est une fille comme une autre, quoi. Puisque Thérèse, elle devient sainte bien après être morte. Elle devient sainte en 20... Enfin, le procès commence en 23. Enfin, voilà, c'est une sainte de l'après-guerre, de la Première Guerre mondiale. Donc les idées sont tous déjà morts, hein, et elle est bien enterrée.
Donc, enfin, elle est bien enterrée, pas tellement que ça, parce que, comme vous savez, elle va être sortie de terre. Mais bon, ça, c'est un type c'est une manière de cette exceptionnalité. Et là, encore, en partant du fait que c'est bien la désignation, comment dire, c'est une manière de détourner la spécificité du cas. C'est-à-dire que Thérèse est constituée en cas enceinte, pour les croyants, eh bien, c'est un cas, puisque c'est une sainte. Et là, de le retourner en se disant, le dispositif, la manière de le constituer en cas nous permet d'accéder en fait au commun, pour le dire très simple. Après, il y a évidemment une autre situation qui serait celle de penser que le cas, c'est ce qu'on avait travaillé avec Dominique Khalifa sur Vidal, le tueur de femmes, c'est-à-dire que le cas, en l'occurrence le criminel, celui qui fait événement, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, celui qui fait événement, alors, à travers lui, se cristallise du social, et tout le social. Et c'était enfin, tout le social. En tout cas, c'est une manière d'appréhender le cas, les imaginaires sociaux. Bon. Là encore, là je parle évidemment de recherche. Hein. Je ne suis pas là en train de dire que on a tenté ça. On tente, avec Thérèse, j'ai tenté ça, avec Vidal, on a tenté ça, et alors et vous m'arrêtez, parce que vous m'arrêtez quand vous voulez. Hein. Mais je vais quand même aller jusqu'au bout de ce que je veux dire concernant pourquoi ce cas-là. Ce cas, c'était un cas qui résistait. Bladier. Et ce cas, au fond, ça m'intéresse beaucoup parce que ce que vous avez dit, parce qu'en fait, ce cas, en y réfléchissant, c'est ce cas qui me, n'y voyez aucune lecture lacanienne, mais qui me faisait chier, quoi. Ce cas-là, Bladier. C'est le cas qui résistait, puisqu'en fait, ce dossier, hein, ce que je lis aujourd'hui, il était dans le fond la Cassagne. Et c'est quelque chose que j'ai traîné, que j'ai voulu, d'autres, j'ai fait quelques articles comme ça où j'ai laissé entendre qu'il y avait quelque chose d'intéressant là, en disant, il y a peut-être un dossier qui est intéressant que vous devriez aller voir. Et y compris d'ailleurs pas seulement chez les historiens. Et ce qui m'intéressait dans ce dossier, c'est que précisément, alors c'est le cas d'un jeune homme de 16 ans qui en 1905, à la fin de l'été, dans un village du Cantal, à Royac, décapite un de ses camarades. Enfin, un de ses camarades, un jeune camarade, puisque son camarade a 13 ans. Non seulement, et ce jeune homme de 16 ans, disons son histoire de vie, en tout cas les éléments qu'on a dans son histoire de vie, et ce qui ressort, c'est d'abord il a perdu son père quelques années auparavant, qui était maire du village, pas du tout, c'est un petit notable, fils de petit notable, qu'il est scolarisé au séminaire de Saint-Flour. Et que c'est pendant l'été qu'il a commis la fin de l'été, juste avant de redescendre à Saint-Flour. Et il commet ce crime. Il raconte avoir montré la tête de son camarade à Dieu, et puis s'être enfui dans la forêt une partie de la nuit, avant de chercher un curé pour se confesser dans le village voisin, et faute de curé, de se livrer à la gendarmerie. Bon. Ça c'est en 1905 et septembre, et en janvier 1906, à partir de janvier, il est l'objet d'abord d'une première expertise d'un médecin local qui considère qu'il est tout à fait responsable. Et en 1906, il est emmené à Lyon
est soumis à celui qui fait du cas, la Kasai, comme son nom l'indique. Mais bon, voilà. Et de fait, la Kasai et deux autres, un directeur d'institution et un autre aliéniste, en font le considèrent comme irresponsable. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il ne sera pas une cause célèbre. Il ne va pas devenir l'objet d'un discours. Le discours, par exemple, de la presse va s'arrêter très vite. Et il va se retrouver dans l'asile d'Aurillac. Et en 1906, début 1906, pendant son séjour à Lyon, il écrit une autobiographie. Et en fait, la rencontre, vous avez posé la relation, elle, avec Blady, elle a commencé en 92, quelque chose comme ça, et elle continue aujourd'hui. Et elle s'étire et elle prend la forme à un moment donné d'un livre qui pour moi, qui passait d'abord par la transcription de son autobiographie. Transcription d'ailleurs que je dirais volontiers, mais qui n'est pas intégrale, que je n'ai jamais réussi à faire intégralement. Texte tout à fait, je pourrais vous lire, peut-être je finirai par là, mais enfin bon, bref, donc ce qui m'intéresse, c'est que d'abord la Kasai, oui, ne le reconnaît pas dans son savoir anthropologique, ou le reconnaît, mais en même temps l'en exclut, puisque son anthropologie criminelle, en fait, là, elle est pathologique, puisqu'il en fait un sanguinaire, un sadique sanguinaire congénital. Catégorie qu'il avait déjà utilisée pour Joseph Vacher, l'égorgeur de Berger, quelques années auparavant. Mais en même temps, et ce qui est très étrange, c'est que même si c'est salué par l'encéphale et par, je crois que c'est les annales médico-psychologiques, je ne sais plus, parce qu'il publie le cas dès 1907 dans la revue. Donc, et après ça s'arrête. Et bizarrement, personne n'était allé voir alors que personne n'était. J'ai regardé les fiches, j'ai demandé, je connais bien les archivistes de Lyon, personne n'est jamais allé voir ce dossier. Alors que quand même, c'est 40 pages dans les archives d'anthropologie criminelle, il y a des photos, c'est une affaire quand même tout à fait sidérante. Et donc, bon, ma question après, mais ça, c'est pas tellement l'objet de la journée, c'est en quoi ça fait cas pour l'historien? Alors ça fait cas parce que c'est un nœud dans une histoire des sexualités, de par l'écriture, de par ce qu'il raconte et écrit dans son autobiographie, puisqu'il il articule en fait cette pulsion de crime et pulsion sexuelle très forte, puisque en fait il tue et se masturbe. Donc il y a une articulation très très forte entre la jouissance sexuelle et le fait de donner de décapiter son camarade. Et puis pourquoi ce qui m'a troublé aussi, c'est ce qui m'a troublé beaucoup, c'est ce rapport à la religion. Et ce moment où finalement il se sent abandonné. Et dans ces 20 ans, il y a d'autres cas qui sont venus s'intercaler entre lui et moi, qui sont des cas développés par d'autres, travaillés par d'autres, et notamment la lecture à la fois notamment de Daniel Fabre, du Rivière,
comme Rivière agissant au fond au nom de l'ordre ancien, tue sa mère parce que bon, la suite du divorce de ses parents, mais de l'adoption du code civil en fait. C'est la lecture qu'en fait Fabre. Et je trouvais, j'étais tout à fait sidéré de voir à quel point, dans le cas de Gladier, non seulement c'était en 1905, mais c'est un moment où effectivement le rapport, en tout cas, entre ce sujet et la collectivité, enfin la communauté religieuse, est rompu. Et en tant qu'historien, m'intéressait ce geste de crime comme événement j'allais dire avant-gardiste, ou en tout cas signe d'une histoire collective qui viendra après, puisque en fait la sécularisation, ça se fait progressivement tout au long du siècle. Voilà. Bon, c'est un peu noué comme mais voilà. Parce que non, je vous remercie beaucoup pour cette mise en perspective historique de cette question justement de l'histoire des individualités, de cette introduction à la question de l'autobiographie comme un élément qui est pris en compte par l'histoire, et puis ce retour que vous faites sur votre propre écriture de ce cas de séminariste assassin. Alors, j'avais beaucoup de questions, je vais essayer de les limiter, parce que vous dites que c'est votre dernier cas, mais vous en avez effectivement écrit beaucoup. Et j'ai l'impression que ce qui est exemplaire chez vous, c'est qu'à chaque fois, il y a une méthode un petit peu différente. Et qu'il y a vous inventez une méthode finalement pour chaque cas. Est-ce que c'est le cas qui le réclame? Est-ce que c'est vous qui l'abordez différemment pour d'autres raisons? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est ce rapport à ce qu'on discutait avec la question de la narratologie et le fait de raconter et la part d'imaginaire qu'il y a toujours lorsqu'on fait un récit. Et j'ai l'impression que chez vous, cette dimension d'imaginaire, dans les cas précédents, peut-être qu'elle est moins présente là, mais quand même, elle est importante. Par exemple, dans Vie et mort de Paul Gentil, qui est une réflexion, qui est une recherche plus personnelle sur ce qui est arrivé à mon oncle, il y a presque une dimension d'acting, un petit peu de cette histoire, pour pouvoir remonter jusqu'aux sources. Il y a aussi, quand vous avez écrit Dossier sauvage, vous êtes parti d'une intrigue que finalement vous défaites un peu dans les dernières pages en disant que ce n'est pas de l'autofiction, mais vous avez fait de l'histoire contrefactuelle. Enfin, vous racontez que Daniel Defer vous a confié un dossier de Michel Foucault, et en fait, c'est inventé. Alors, d'autant que cette dimension de narratologie, de cette dimension de la littératie, finalement, aujourd'hui aussi, il y en a une grande part dans la littérature. On pense à Annie Arnaud, on pense à Emmanuel Carrère. L'impression qu'eux aussi, en littérature, quand même, ils sont travaillés par cette question du cas, de l'enquête, de la recherche d'une vérité, mais qui ne passe pas par les outils habituels. Et c'est tout ce courant, la non-fiction, etc. Et en lisant Yvan Jablonka ou Alexandre Geffen, moi j'ai l'impression que vous faisiez partie un petit peu de ce courant-là. Et puis, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas du tout, l'histoire et la littérature contemporaine, vous restez sur votre position d'historien. Vous ne faites pas œuvre d'écrivain. J'ai l'impression que vous utilisez l'imaginaire pour travailler, et là vous dites, on invente un cas comme on invente un trésor. Donc il y a cette dimension d'invention que vous revendiquez.
mais c'est pas par le détour de la littérature, et vous tenez vraiment à cette position, j'ai l'impression, d'histoire. Peut-être que vous pourrez vous expliquer plus là-dessus. Seconde chose, c'est que dans les premières pages de ce livre, vous expliquez votre projet dans des pages très très belles, qui a un travail de style quand même indéniable, et vous dites qu'il faut donner trace à ces existences végétales. Ces existences végétales, ce sont ces existences donc, de ces condamnés, de ces criminels, qui ont complètement disparu dans les archives. Et vous dites qu'il faut redonner une place à tous les vivants, pardon. Vous dites qu'il faut rompre l'isolement que la mort produit pour redonner à chacun une place au milieu des autres. Et j'ai l'impression que là, avec votre travail d'écriture, vous faites presque un travail de thérapeute, c'est-à-dire les psys, qu'est-ce qu'ils font? Ils rompent l'isolement quand même des gens qui sont complètement en marge du lien social. Et que votre combat, enfin votre travail est un combat contre l'oubli, contre la mort. Vous redonnez à travers cette publication d'écrits une place donc à ceux qui n'en ont pas, et c'est presque une sépulture, c'est un peu un geste d'Antigone. Vous donnez une sépulture légitime à ceux qui sont complètement, disparus, les sans-voix. Mais cette sépulture, elle emprunte une voie biographique, mais jamais hagiographique, c'est-à-dire elle n'est pas du tout une exaltation, effectivement, du geste criminel, et vous colligez tout un certain nombre de sources différentes, les journaux, les experts, l'autobiographie, plus largement sur d'autres cas, vous dites les parents, les proches, les voisins, enfin, vous réunissez comme ça tout un ensemble de textes, un empilement de textes, mais vous n'avez pas le projet d'aboutir à un résultat définitif. Vous dites au contraire que vous revendiquez plutôt l'opacité, l'incertitude. Et là, vous parlez pour ce travail-là de photomaton bougé. Donc vous introduisez comme ça une distance, justement, c'est ce proverbe chinois qui dit ce qui est le plus opaque, c'est toujours ce qui est sous la lampe, sous le projecteur, ce qu'on regarde plus attentivement. Mais vous-même, vous avez des outils. Et là, par exemple, donc, vous dites que vous sélectionnez dans son autobiographie, vous ne publiez pas tout. Donc vous entretenez aussi cette part d'incomplétude. Voilà. Dernier point, j'ai l'impression aussi que dans votre travail, vous revenez souvent 15 ou 20 ans après, dans des préfaces, sur la réception de vos livres. Et c'est quelque chose de très précieux parce que vous expliquez comment ils ont été lus, par d'autres. Et c'est jamais facile, vous dites que parfois chez les historiens, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours un accueil très favorable, et que peut-être que ça mériterait, par exemple Henri Vitel vous dit que ça serait plutôt du côté des cinéastes, finalement, que ça intéresserait vraiment, que c'est là qu'il y en aurait une lecture intéressante. Et je dois vous dire que avec votre texte là, vous suscitez aussi beaucoup l'intérêt, je pense, des cliniciens. Je crois qu'ils l'ont fait déjà sur le cas Henri Vidal, qui des psychanalystes se sont mis à interpréter le cas. C'est comme si vous laissiez dans votre travail la place quand même pour une autre lecture, pour une lecture d'un autre champ, et qu'il y avait cette générosité dans votre travail, effectivement, de ne pas tout dire, de laisser des choses incertaines, évanescentes, et qu'il y a cette place pour une autre parole, pour un autre commentaire. Et là en particulier, très, très brièvement, enfin cette question quand même, donc vous expliquez très bien les mobiles du meurtre, avec cette question effectivement de l'effondrement de l'ordre religieux, et que pour restaurer un ordre, il faut ce passage à l'acte qui vient finalement substituer l'ordre de la justice à l'ordre de la religion, il faut que quelque chose fasse consistance pour lui. Et en même temps, pour un clinicien, pour un psychanalyste, il y a toute une dimension du corps qui apparaît dans cette archive, qui est manifeste, et qui est un petit peu laissé de côté. Ce jeune homme, à 5 ans, chute de 3 ou 4 mètres, tombe et se fait pas mal. Mais juste après, par contre, il est envahi par des idées que pour tuer quelqu'un,
enfin, il veut qu'elle tue quelqu'un et que ça l'excite profondément. Cette question entre son corps qui reste intouché, intact, et le fait qu'il faut après abîmer un corps jusqu'à le faire mourir, c'est très fréquent quand même. Et puis, il y a cette question quand même de l'érection, être excité par mettre à mort quelqu'un. Et c'est vrai que quand on est un peu un lecteur de Lacan, il y a des références à ces lectures de Sade, ce rapport à abîmer les corps beaux, ces corps qu'il faut détruire, comme là, ce prunet, là, qui est la victime donc, de Bladier, qu'il fallait défigurer, avec lequel il ne fallait plus avoir de respect, qu'il fallait l'humilier. Et c'est vrai que quand on est clinicien, qu'on lit ça, on a du mal à rester à distance. Donc, bon, j'avais encore d'autres choses à dire, mais peut-être que je peux m'en tenir là sur ces ouvertures que je vous propose. Merci beaucoup. Votre lecture, bon, je vais pas. C'est pas tellement l'objet de savoir, enfin, où je me situe dans l'historiographie, tout ça. Enfin, je pense qu'on est des chercheurs et qu'on, voilà. Après, je pense qu'il y a, enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent autour des écritures des sciences sociales et qu'on n'est que symptômes, enfin, de ce point de vue-là. Je veux dire, ceux qui... Alors après, il y en a qui voudraient en faire des théories. Et ce que vous avez dit est juste. Moi, ma lecture, la seule chose que je puis dire, c'est que ma lecture de Foucault, c'est que pour chacun des sujets, il a fait des livres qui ne se ressemblent pas. Et finalement, si on les lisait sans savoir que c'était Michel Foucault, on aurait bien du mal à le penser, cet auteur. Et cette idée qu'on cherche, et que bon, voilà, et que il se trouve que pour moi l'objet, une des manières de travailler en chercheur, c'est des livres. Ça a été des articles, ça peut être des livres. Il se trouve que c'est des livres. Bon, voilà. Après, c'est pas, enfin, c'est des livres, ça fait pas œuvre. Enfin, c'est une recherche. Et enfin, ça me, voilà, je suis sensible au fait que vous disiez, bah oui, c'est intéressant parce que en fait, vous reprenez des choses et c'est pas définitif. Mais de toute façon, en historien ou en chercheur en sciences sociales, mais je vais pas aller plus loin. Enfin, c'est évident que là, toujours, il y en a derrière, il y en a devant et il y en a sur les côtés des gens qui travaillent. Donc, on travaille toujours, enfin, on travaille toujours groupé, quoi. Enfin, ça, c'est une dimension que, enfin, c'est pas le lieu ici, mais c'est une dimension quand même très embêtante en ce moment, enfin très gênante en ce moment, de singularisation, de faire des cas, de mettre, vous voyez, de dire, enfin, d'essayer de, ouais, de caractériser systématiquement des choses et des pratiques. Parce que, encore une fois, et c'est ce que je trouve intéressant dans nos discussions et dans le moment où nos savoirs sont, c'est-à-dire que c'est fini de dire qu'on se revendique de telle école et telle autre, etc. On est dans un vrai questionnement par rapport à ce qui, encore une fois, était au départ de mon propos, une injonction sociale. Enfin, les historiens, en tout cas, les historiennes, on est voilà, très sollicités. Et comment on continue à produire des savoirs qui ne sont pas des savoirs aussi purement de remplissage, si j'ose dire, ou de conforme aux attentes. Et il me semble qu'il y a quelque chose quand même à voir avec vous de ce point de vue-là, très fortement. Donc, pour revenir peut-être au point le plus... et ça, c'est pas tellement... Et ça rejoint votre deuxième point sur contre l'oubli et tout ça. Il ne s'agit pas de se penser, enfin de penser, ou d'avoir une pensée du chercheur ou de l'historien comme
comme quelqu'un qui fait revivre, qui ressuscite le passé à la Michelet, mais peut-être en travaillant dans ces archives, avec quelquefois une attention très pointue, parfois une attention très flottante, comme vous dites, enfin flottante, il y a quelque chose qui participe d'une écriture de l'histoire sociale très forte. Ça, je pense que ça c'est... Et peut-être, effectivement, qu'il y a une dimension d'écriture à travers ces cas, et je ne sais pas comment, enfin, et je dirais collectivement d'ailleurs, parce que je pense à Nostalgie ouvrière de Michel Perrault, qui est sur une ouvrière. C'est comment font ou d'autres, hein, pas seulement Microstoria, mais beaucoup d'autres, enfin, finalement, comment on ne pourrait pas, enfin, c'est une des difficultés, je crois, qui est propre à nos deux savoirs, c'est qu'on peut pas, on est en permanence tiraillé entre le cas et le multiple, et que cette question qui est une question quasiment politique, parce que mais à l'inverse de la vôtre, c'est-à-dire qui serait celle qui consisterait à dire il n'y a pas d'histoire collective, il n'y a que des histoires individuelles. C'est un des grands dangers, au fond, qui pourrait être des grands risques pour l'histoire. Ça voudrait dire qu'au fond, il n'y a pas de mouvement social, il n'y a rien de collectif. Il n'y a rien qui se fait, si on n'est que des... Moi, c'est une des discussions que j'avais avec Philippe Lejeune. Au bout d'un moment, c'est bien d'archiver, et de faire croire aux gens qu'ils ont tous la même importance. C'est un peu faux tout ça, d'une part. Et d'autre part, c'est quand même... il n'y a pas les individus. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'ils se rencontrent et ils s'organisent, ils vivent ensemble, etc. Toute cette dimension-là. Donc voilà, mais je suis peut-être... et puis peut-être que le cas, effectivement, enfin cet intérêt, il est aussi lié au fait que je suis un 19e-iste, que comme vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, le 19e, enfin ce moment, le moment disciplinaire, c'est le moment du dossier. Et que faire l'histoire du 19e siècle, les archives, elles sont nécessairement des dossiers. Et que peut-être que ce qu'on dit aujourd'hui concernant la difficulté, le dossier médical ou sa disparition, ce sera une autre histoire qui sera produite, qui ne sera plus une histoire qui s'articulera autour de cas, je pense à Violette, j'aurais pu citer maintes monographies, de Violette Nozière, d'Anne Emmanuel, de Martini, concernant le crime, mais où on voit en fait que quand même ce qui prime, c'est aussi l'existence même du cas déjà constitué. Et je ne suis pas sûr que concernant, quand on parle du patient zéro, là, concernant notre histoire très contemporaine, je ne suis pas sûr que le dossier soit l'archive de demain. Probablement la file active sera plus, ou le flux, ou je ne sais quoi, bref, je ne sais pas, je suis pas l'historien, n'est pas là pour... mais je pense que c'est aussi...
voilà, je voudrais pas, je veux pas non plus être dans la nostalgie du cas. Oui. Voilà, vous voulez intervenir? Pardon. Juste, alors, ça c'était pas la question que je voulais, mais en passant sur ce dernier point précisément, ça m'a fait penser, je me suis fait très imprécis parce que je me souviens plus bien, mais à un livre paru récemment, parce que sur la personne dont en gros le génome a servi à enfin je sais plus si c'est le génome, quelque chose comme ça, a servi à faire la carte du génome, ou à moins que ce soit celle du cerveau, je sais plus quoi. Donc la personne dont en fait l'infrastructure, j'ai envie de dire, sert voilà, elle disparaît en tant que cas, parce qu'en fait il y a un effacement complet de la personne, mais en fait on a fait l'histoire de ces personnes, et la biographie circule comme une histoire. Voilà. C'est-à-dire, alors ça branche directement sur la question que j'avais. Alors peut-être juste pour l'éclairer, qui part d'un... Alors moi je suis toujours un peu embêté, en tant que sociologue de la médecine, j'ai fait des cours sur le cas en médecine, et je commence toujours par dire qu'on a aussi des cas en sciences sociales, et en même temps que c'est pas la même chose, et en général je m'arrête là parce que je suis toujours embêté pour caractériser en quoi c'est pas la même chose, et c'est quoi le cas de la sociologie, et je suis même embêté pour caractériser le cas de la sociologie. Et je me demande si ça existe vraiment. Alors ma question, précisément, qui va éclairer ça, c'est qu'en vous écoutant, alors, et surtout ne le prenez pas comme une insulte, mais c'est un hommage, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup pensé au livre de Lucien Febvre sur Martin Luther, la biographie de Martin Luther de Lucien Febvre, parce qu'en fait, en vous écoutant, je me disais, vous posez l'un et l'autre des questions qui sont à l'opposé. J'ai envie de dire, la question de Febvre sur Martin Luther, c'est comment cet individu a-t-il pu faire l'histoire, comment vraiment cet individu singulier-là a pu faire l'histoire, donc a transformé un continent entier. Alors que là, avec Gladier, on a pratiquement la question, enfin l'analyse que vous en faites, c'est l'inverse pratiquement, c'est comment l'histoire a fait cette, enfin, la séparation de l'Église et l'État a fait cet individu dans cet acte-là, son secret, mais du coup aussi la façon dont il va être raconté, etc. Et donc on a en fait, cette tension-là entre deux façons de faire, elle peut se résoudre par le fait qu'il y a un cas, donc il y a un cas, et lui il part d'une biographie. Et donc ça donne deux produits qui sont différents, je veux dire, a priori, c'est l'histoire d'un cas, l'histoire d'un homme, enfin l'histoire d'une biographie, quoi. Et en même temps, en réfléchissant après, je me dis, oui, mais une fois que l'historien est passé, ce avec quoi on reste, c'est deux biographies. Je pense je suis pas, n'étant pas historien, je connais quand même très mal cette historiographie, mais on a la biographie de Juliette Neuser, on a Pierre Rivière, etc. Et donc une fois qu'ils sont passés, est-ce que c'est encore des cas? Est-ce que c'est encore des cas? Est-ce que c'est pas devenu autre chose? Typiquement, encore une fois, des individus, enfin des biographies, des individualités qu'on essaie de restituer, et encore une fois, des individus comme le Luther de Lefebvre, qui sont au milieu de l'histoire, quoi. Mais est-ce que ce sont encore des cas, quoi? Alors, voilà, tout ça pour dire que, enfin, encore une fois, enfin, point de vue social, je vois bien qu'on part des cas, possiblement des séries qu'on essaie de constituer pour effectivement, éventuellement, en tirer des choses. Mais une fois qu'on a travaillé, est-ce que ça reste des cas? Il me semble, je me demande si c'est pas ça qui fait la différence avec les sciences cliniques, où au fond le cas, il devrait, enfin, probablement, il reste quand même, les cas de Freud, il reste des cas, on ne se pose pas trop de statut sur leur statut épistémique. Mais dans notre cas à nous, est-ce que c'est encore vrai? Je sais pas. D'abord, un point important, c'est que tous les dossiers, parce que moi je parlerai plus de dossiers que de cas concernant mon travail, ce sont des dossiers, ils sont là. Il y a des écrits, enfin, et même des écrits autobiographiques. Et ce que c'est peut-être là qu'il y a peut-être un certain malentendu, c'est que moi je réclame le droit de dire que mon métier, c'est de passer, de faire en sorte que là, ce qu'on fait là, ce soit possible autour du... C'est-à-dire que ce texte-là, qui est réservé, finalement, qui est un cas pour les historiens, devienne un dossier, enfin, qui est un dossier pour les historiens, devienne un objet, parce qu'il me semble qu'il interroge des choses communes.
je ne sais pas si ça répond totalement à votre question, ça c'est là, mais en tout cas, ça c'est important. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, Bladier, vous avez maintenant le texte. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec le livre des 8 coupables, c'est que, et c'était mon objectif, des gens qui travaillaient sur le parricide, des gens qui ont travaillé sur l'inversion sexuelle, génitale au fin 19e, ont utilisé ce livre comme une source. Exactement comme les médiévistes. Au fond, moi je ne fais que établir des sources en donnant des éléments de contexte. Là, avec Bladier, je fais quelque chose que je n'avais pas fait, c'est-à-dire que je propose je fais pas comme pour Violette Nozière, comme Anne-Emmanuel, une infinie palette de questions, et même exhaustive, parce que Violette, après Anne-Emmanuel, Martini, elle essaye de faire, finalement, de tout questionner. Là, c'est pas du tout ce choix-là. Ce choix-là, c'est volontairement, et c'est pour ça, en fait, et aussi parce que je trouve que c'est stimulant, en fait. C'est vraiment une pierre. Il y a le texte, et puis il y a un truc avec. Et c'est qui est notamment la postface. Enfin, en particulier la postface. Qui est, voilà, je propose une lecture, et évidemment à votre adresse, en l'occurrence. Donc c'est plutôt pas mal, parce que ça... Voilà, mais c'était pas là, parce que ça m'intéresse, c'est ce que je vous ai dit, que ça m'intéresse d'avoir de savoir ce qu'un texte du 19e siècle peut faire à la psychanalyse d'aujourd'hui. Voilà, et de ce point de vue-là, juste parce que le Lucien Febvre, enfin le Luther de Lucien Febvre, c'est pas un caillou, c'est une pierre. Ok? Moi je suis pas, enfin, je serai jamais Lucien Febvre, et je le sais, je ne dis pas ça Lucien Febvre, c'est une manière de faire l'histoire aussi. C'est à un moment donné, c'est la biographie de Luther. Voilà. Moi je ne crois, enfin en l'occurrence, je ne crois plus à cette histoire-là. Mais bon, je trouve très bien, ça, il faut la faire pour un certain nombre de choses, mais sur le biographique, je pense que on est aujourd'hui, étant donné l'ensemble des questionnements qu'il y a autour du biographique depuis 30 ans, je pense que Lucien Febvre ne pourrait plus faire son Luther, c'est pas possible. Une dernière question, Benoît, vous avez une... Oui, assez factuel, mais en fait qui... le factuel, c'est, vous avez dit, la Cassagne donc paye l'ami non pas Vacher, mais Bladier, voilà, pour écrire. Alors, est-ce qu'il y a une petite dimension thérapeutique dans la consigne, dans la demande d'écrire? Et si je pose cette question, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un point, il y a une impureté du cas là, qui m'apparaît, que je trouve assez intéressante, c'est la dimension clinique thérapeutique versus la dimension publique de publication, de production de connaissances. J'ai l'impression qu'en fait le cas est toujours entre les deux, c'est-à-dire qu'on part du dossier pour aller le publiciser, on part d'un souci clinique pour aller en produire de la connaissance, et là il y a cette impureté, il y a ce passage peut-être, il y a ce passage, le cas est dans le passage, et j'ai l'impression que dans cette consigne-là, il y a aussi quelque chose de cette impureté. On paye pourquoi? On inverse la relation thérapeutique où c'est le patient qui paye, mais c'est intéressant, peut-être qu'il y a en tout cas des conséquences thérapeutiques dans cette écriture. Oui, très brièvement. C'est intéressant parce qu'effectivement c'est le dernier texte que la Cassagne fait écrire. Donc il fait ça en 1906, il a commencé à faire écrire en 1896. Donc 10 ans plus tôt. Le deuxième, et c'est le seul cas
je ne l'ai pas dit, c'est le seul cas qu'il publie, dont il publie l'autobiographie. Et ce qui est troublant, et je le dis j'ai oublié de le dire, enfin bref, c'est que dans le rapport qu'il publie, avec les 3 autres, le rapport est majoritairement nourri de citations qui viennent de Gladier. Donc, et c'est ça, donc c'est bien parce que, enfin, on va passer à ce sujet, donc c'est très bien parce qu'en fait, ce qui est quand même très intéressant là, c'est que soudain le savoir, le savoir que propose à ses confrères Lacassagne, c'est d'abord le savoir du sujet observé, qui devient sujet observant. Et c'est ça qui m'a aussi évidemment sidéré, c'est-à-dire comment un type comme Lacassagne en 1906, après avoir produit toute cette science, arrive à l'idée que, en fait, le savoir c'est le sujet criminel qui le détient. Ce qui est pour nous, c'est évident, mais qui pour un homme du 19e... Mais il y avait une chose quand même dans les services d'accueil pour les asiles, c'est-à-dire qu'ils demandaient aux patients une histoire autobiographique, une histoire des symptômes. C'était là aussi quand même... Oui, mais quand je dis Lacassagne, c'est quand même tout ce moment où progressivement le savoir se déplace de la parole, du discours du médecin ou vers celui du patient. Effectivement, il y a plein d'autres. C'est un mouvement. Lacassagne n'est qu'un, encore une fois, élément de ce mouvement. Mais voilà. Mais merci beaucoup. Merci.